Chers auditeurs et auditrices de Sentez-vous bien, le podcast du GOL, nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et nous allons rejoindre la salle de conférence de l'hôpital de Nyon. Le mois d'octobre est une période de sensibilisation au dépistage et de lutte contre le cancer du sein. C'est dans ce cadre que nous consacrons notre 4e épisode à Octobre Rose, en vous ouvrant les portes de la conférence La résilience, le cancer et moi. Sans plus tarder, nous allons prendre place. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute, en vous rappelant de vous abonner à notre podcast et à noter cet épisode sur votre plateforme favorite. Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'hôpital de Nyon. Pour ceux et celles qui sont présents ici ce soir et pour ceux et celles qui nous rejoignent sur notre podcast. Nous sommes ensemble ce soir pour soutenir, pour témoigner, pour se battre ensemble, pour faire face, pour lutter contre le cancer du sein. Nous avons choisi pour cette conférence un thème précis, la résilience, le cancer et moi. L'unité de scénologie du GOL est affiliée au centre de sein des HUG depuis 2017 et est devenue un satellite de ce dernier. Le centre du sein de l'hôpital de Nyon et celui de la Tour collaborent donc avec les HUG lors de la campagne de prévention et d'information Octobre Rose. À cette occasion, les 3 hôpitaux, accompagnés de leurs 3 partenaires, le centre Otium, la Fondation Genevoise pour le dépistage du cancer et la Ligue Genevoise contre le cancer, s'associent pour proposer un programme varié. Cette association reflète de la collaboration déjà existante entre spécialistes lors de visioconférences le jeudi consacrées à la prise en charge des patientes. Le cancer du sein touche 6500 femmes chaque année et 50 hommes. La maladie tue encore 1400 femmes chaque année dans notre pays, même si la mortalité diminue grâce au progrès de la science. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce sont des histoires incroyables de force, de courage, d'acceptation qui émergent de cette lutte. Ces femmes nous rappellent la puissance de l'esprit humain, la capacité à surmonter l'adversité et à briller même dans les moments les plus sombres. Au cours de cette conférence, nous plongerons dans ces récits inspirants, examinerons les défis auxquels sont confrontées les femmes atteintes du cancer du sein et découvrirons les ressources et les soutiens qui favorisent leur résilience. Ensemble, nous allons aborder cette question essentielle avec empathie, avec espoir et un profond respect pour la force des survivantes du cancer du sein. Mesdames et messieurs, je m'appelle Olivier Cochereau, je suis le directeur des soins du groupement hospitalier de l'Ouest Lémanique et je serai votre conférencier. J'aurai le plaisir d'être accompagné de la doctoresse Châtelain qui animera notre table ronde. Nous mènerons cette conférence en 2 parties, un aspect plus scientifique avec des définitions et des concepts sur la résilience, puis nous inviterons des femmes sur ce plateau pour faire une table ronde. Pour cela, on va commencer par Madame Haguet. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc Sophia Haguet, et puis moi je vais aborder le concept de résilience. J'ai choisi de commencer à aborder le concept de résilience en me posant déjà une question. Pourquoi je me suis intéressée à ce concept-là ? Et puis ça revient à mon expérience professionnelle. Pendant mes jeunes années, j'étais infirmière dans une unité spécialisée de soins palliatifs. On recevait par les patients, leurs familles, leurs proches, et puis souvent une unité de soins palliatifs spécialisée, où il y avait présence de cette notion de fatalité, ce qu'on appelle l'adversité. Et puis dans les parcours, souvent avec les collègues on disait « Ah mais quel chemin résilient !» Mais finalement, qu'est-ce que c'était ? Puis la résilience, c'est aussi un concept qui est aussi très à la mode, puis c'est ce qui m'a poussée à aller plus loin et à me dire « Mais qu'est-ce qu'on met derrière la résilience ?» Puisque j'observais déjà, que ce soit chez les familles ou chez les patients, peut-être un certain sens de l'humour, de l'espoir, alors que la fatalité était présente, une capacité de s'adapter, en tout cas, tout ça c'était présent. Et puis, j'ai aussi interrogé, dans le cadre de cette conférence, une patiente atteinte d'un cancer du sein qui a 45 ans. Puis je lui ai demandé très très brièvement qu'elle m'explique un petit peu, si je lui pose la question, la résilience et ton parcours, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Puis voici ce qu'elle m'a dit. Quand le cancer arrive, c'est plein d'étapes. Il y a plein d'étapes difficiles et on croit toujours que la suivante va être la plus difficile. Je ne me sentais pas bien, physiquement et mentalement. J'étais épuisée, je n'en pouvais plus. D'abord l'annonce, la tuméroctomie, dans mon cas la mastectomie, la chimio, la perte des cheveux, etc. Combien de fois je me suis dit que je n'allais pas m'en sortir ? Et en fait, à chaque fois, on se relève. En fait, on s'en sort. On en pleure, on en rit, on s'adapte, on affronte. C'est chaque fois des étapes difficiles et chaque fois, on se relève. Finalement, on découvre une part étonnante de soi pendant ce parcours. Comment, après un choc qui impacte l'existence, on peut se remettre à vivre ? Comment, même si la vie ne sera plus la même, même s'il y a eu un changement, des changements, on peut se remettre du choc subi ? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Un quart et un tiers des femmes atteintes d'un cancer du sein
développeront de l'anxiété et ou une dépression. Il y a présence élevée d'une détresse psychologique chez les personnes de moins de 50 ans atteintes d'un cancer du sein. Mais il est intéressant de noter que tout le monde ne va pas faire face à l'adversité de la même manière. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce que j'ai relevé aussi dans les recherches scientifiques, c'est qu'il y a certaines caractéristiques qui apparaissaient de manière répétée et systématique. Il faut qu'il y ait adversité pour qu'on puisse parler de résilience. C'est ce qui va différencier la résilience d'un trait de personnalité. Adversité, donc quand il y a ces notions de fatalité, de traumatisme, de stress intense, de difficulté extrême. Et puis à cette étape de confronter le traumatisme avec ce qu'on appelle la mentalisation. Est-ce que je suis capable de comprendre ce qu'il m'est arrivé ? Pour ensuite arriver sur les stratégies de coping, c'est-à-dire s'adapter, qui va représenter la première étape pour ensuite se reconstruire. Et puis le sens de l'humour, la qualité du sens de l'humour sur les situations de la vie et sur soi-même, elle est constante dans toutes les études sur la résilience, quel que soit l'âge. Le sens de l'humour va jouer un rôle important dans la capacité à faire abstraction de l'adversité, à renforcer les mécanismes d'adaptation et à modérer l'intensité des réactions émotionnelles. Dans les facteurs environnementaux, il y a aussi la présence de ressources financières qui va avoir un impact, les croyances et pratiques culturelles, les pratiques religieuses ou spirituelles, et puis le tuteur de résilience. Le tuteur de résilience que j'aime aussi appeler l'accompagnement du soignant, où on entend aussi dans les recherches facilitateur de résilience, quand un individu manifeste de l'intérêt, de la sensibilité, pour que la personne en face puisse trouver une signification et une orientation pour son existence. Quels sont les bénéfices de tout cela ? Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée en tant que soignante, mais finalement, pourquoi viser un parcours de résilience positif et comment intervenir dedans ? Les études, elles nous montrent qu'elles servent à atteindre un mieux-être, améliorer un bien-être. Et puis les patientes qui exprimaient une résilience élevée, elles exprimaient également moins de fatigue, moins de dépression et une meilleure qualité de vie. Pour conclure, la résilience est un processus complexe. L'expérience du cancer est déjà un processus complexe qui va dépendre du temps, de la gravité de la maladie. Et par conséquent, en tant qu'entité dynamique, les répercussions psychosociales de chacun de ces moments sont extrêmement différents. Voilà un petit peu ce que j'avais envie d'ajouter pour éclairer le concept de résilience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aguet. Je vais vous laisser nous rejoindre et puis on va appeler plusieurs personnes pour venir faire cette table ronde. On va appeler la docteur Chapman. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous avoir en tant que médecin agréé en oncologie au GOL depuis mars 2021. Alors, merci beaucoup d'être là et d'animer notre table ronde. Et puis, on va également inviter Madame Laguerre. Vous êtes donc infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs et responsable en réadaptation oncologique à la Ligue vaudoise du cancer. Bienvenue. Pour finir cette table ronde, nous allons accueillir deux femmes extrêmement courageuses. Je peux le dire parce que pour préparer un petit peu cette conférence, j'ai eu la chance de les rencontrer. D'une personnalité et d'une force incroyable. Deux femmes qui se sont battues contre le cancer du sein. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Je vais commencer par vous et du coup vous présenter très rapidement. Donc vous avez eu 2 grossesses compliquées, un enfant qui est allé en néonatologie, donc très rapidement vous avez découvert le milieu hospitalier et toutes les difficultés qui vont avec cette prise en charge d'enfants qui étaient malades. Plus tard, un de vos enfants tombe sur votre poitrine et puis vous ressentez des douleurs qui persistent et du coup vous décidez de consulter. Vous allez donc voir le médecin qui vous fait passer des examens et on vous diagnostique un cancer du sein. C'est le 15 décembre 2022, juste avant Noël, et vos enfants ont 3 et 6 ans. Vous faites 6 mois de chimiothérapie avec une mastectomie le 13 juillet 2023. Moi, je voudrais savoir, pour commencer, d'où vient cette force que vous avez eue dans votre parcours. J'ai considéré que je me préparais pour un marathon qui allait durer 1 an. Je me suis mobilisée au niveau mental, mais j'ai aussi fait mobiliser mon entourage, ma famille proche, mes amis, sur la situation en leur expliquant ce qui se passait. Mes priorités étaient mon conjoint, ma famille, mes amis proches
et l'activité physique. Ce sur lequel j'allais faire une croix pour un moment, pour cette période, c'était le travail, les invitations, la vie sociale, toutes les choses que je considérais annexes. Donc j'ai fait un tri dans ma vie assez rapidement et j'ai décidé de garder l'énergie pour là où elle était nécessaire. Je suis allée un peu sur les réseaux sociaux, j'ai lu des histoires de personnes publiques qui partagent aussi leur expérience du cancer. Et j'en ai pris une qui me paraissait intéressante, c'est Olivier de Kersauzon qui a traversé une épreuve de cancer à un moment, qui s'est dit que ce diagnostic était finalement une chance de guérir. Ma belle-sœur radiologue, qui m'a diagnostiqué d'ailleurs, m'a dit « mais tu sais, on vit dans un des meilleurs pays au monde pour soigner cette maladie », donc j'ai décidé que j'allais en profiter. J'ai également compris beaucoup de choses sur mon corps. J'ai trouvé de nombreuses similitudes avec mes grossesses, à surtout écouter mon corps et de quoi mon corps avait besoin pour avoir des forces pour me battre. Par exemple, de combien j'avais besoin de manger. Et je me rappelle qu'une infirmière m'a dit « ton corps sait exactement de quoi il a besoin ». Et j'avais vécu ça exactement avec mes grossesses passées. J'avais expérimenté avec mes grossesses des choses qui m'ont servi pour me battre à ce moment-là contre le cancer. J'ai fait très attention à mon alimentation pendant ces 6 mois et dès que mon alimentation n'était pas très équilibrée, je le sentais immédiatement sur mes forces. Donc je l'ai vraiment vécu dans mon corps, on peut dire. Je suis souvenue de mon expérience en néonatologie où on m'a expliqué que comme maman, j'étais membre de l'équipe médicale pour aider mon enfant en néonatologie pour s'en sortir ou pour aller mieux. J'ai décidé d'utiliser ça une nouvelle fois pour cette expérience en disant plus je collabore avec l'équipe médicale et mieux ça va se passer. Au final, si je devais expliquer à ma manière la résilience, je dirais que je me suis battue pendant cette période comme je vis ma vie, c'est-à-dire que pour résumer mon histoire, je dirais que ma force c'est ma vie et toutes les formes d'amour qui sont autour de moi et que j'ai expérimentées. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, cette force, vous l'aviez déjà avant. La résilience, est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on est avec ou on l'a ou on l'a pas? On devient de plus en plus résilient avec les expériences de la vie, avec les combats qu'on mène, que ce soit la maladie ou d'autres expériences. La maladie, c'est une expérience de plus à surmonter. Peut-être pour ouvrir le débat, on va aussi présenter Madame. Merci aussi d'être là. Je traduis un petit peu ce que vous m'avez raconté. En avril 2021, on vous diagnostique un cancer du sein à gauche. Vous faites par la suite 2 chimiothérapies et puis encore des examens. Vous faites une opération aussi. Puis 15 séances de radiothérapie en janvier 2022. Et vous me racontez que vous avez toujours voulu mener ce combat à vous, que vous avez voulu poser beaucoup de questions et que vous avez été la principale actrice évidemment de tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est je pense que beaucoup de personnes ont fait l'expérience. Même si on s'y attend un peu, un diagnostic de cancer, c'est un choc. C'est une forme de traumatisme. J'avais aucune idée du concept de résilience à l'époque. Mais intuitivement, c'est un peu ce que j'ai cherché tout de suite. Alors j'ai fait plein de recherches. J'avais déjà un certain bagage avec une pratique régulière de la méditation, de ce genre de choses. La spiritualité, c'est une chose importante. J'adhère complètement à ce que vous avez dit. Et en fait, assez vite, il y a un certain nombre de points qui se sont dégagés et qui pour moi ont vraiment pris de l'importance. Le premier, ça a été s'accepter complètement et inconditionnellement. Ça veut dire s'accepter avec un corps malade, s'accepter avec tous les recoins de soi qu'on n'aime pas, tout ce qu'on a pu accumuler au fil du temps, où on n'est pas content de soi, où on a gardé des rancœurs, des colères, du ressentiment, des choses comme ça. Mais s'accepter profondément, et une fois finalement, ce qui aide dans ce processus, ce qu'on comprend au cours de ce processus, c'est tous ces éléments négatifs qu'on a pu garder en soi. Donc ça m'a amené naturellement à chercher comment éliminer ça, comment me libérer de ça. J'avais l'intuition que tout ce qui était de l'ordre des émotions négatives ou des croyances négatives, c'est un truc qui contribuait à la maladie, qui lui créait un terrain favorable et qu'il fallait arriver à nettoyer tout ça. Ce qui accompagne le nettoyage des émotions négatives, c'est d'arriver à mettre en place d'autres schémas mentaux et d'être plutôt dans le positif. Alors, pas tellement avec la pensée positive, quand on a un cancer, non, tout va pas bien. Mais il faut quand même objectivement le reconnaître. Mais essayer de voir tous les jolis côtés de la vie, tous les petits trucs sympas qui se passent dans une journée et sur lesquels on peut s'arrêter 2-3 secondes pour dire « Ah, ça, c'est chouette ». Et puis le dernier point, qui est, je pense, important, puis qui peut être utile à tout le monde, même les gens qui sont pas malades, c'est être authentique, être soi-même. Alors ça a l'air de rien, mais pour les personnes qui, un peu comme je l'étais, avaient tendance à se faire passer après les autres, parce que
Si quelqu'un va pas bien, on se sent pas bien non plus, et puis qu'on va tout faire pour que ça aille mieux, y compris des trucs qu'on n'a pas du tout envie de faire et qui nous correspondent absolument pas. À un moment donné, il faut remettre les priorités en place et se demander, mais je suis qui? Et c'est quoi qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me parle vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, je crois que c'est vraiment primordial. Moi, ça m'a amené à changer de travail, à apprendre à démarrer une nouvelle activité professionnelle en parallèle de mon travail. Je suis super contente de la manière dont ça se passe maintenant et je pense que ça aussi c'est une libération, devenir soi-même. Et la maladie m'a donné ça et c'était vraiment un cadeau. Je vais me tourner vers Madame Laguerre, qui est infirmière spécialisée, je le rappelle, en oncologie et en soins palliatifs, qui travaille en réadaptation. Est-ce que vous préparez aussi les gens? Est-ce que vous leur dites pour aller mieux, pour aller dans la résilience, il faut des challenges, il faut monter l'Everest, et puis c'est comme ça que vous allez retrouver la joie et autres? Je me retrouve plutôt avec des patients qui arrivent un petit peu au bout de cette prise en charge aiguë de la maladie quand ils ont traversé les interventions, quand ils ont traversé la chimiothérapie et la radiothérapie. Et tout d'un coup, moi je les accueille et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avait un gros réseau médical qui nous accompagnait, il y avait des proches aidants très présents, très actifs. Et puis tout d'un coup, on arrive dans une période de vie où il y a moins de contrôle médical, il y a moins, les proches aidants sont fatigués, ils ont beaucoup accompagné, ils ont envie de retrouver la personne d'avant. Puis finalement, cette personne d'avant, la vie d'avant, c'est pas tout à fait la vie d'avant. Pour moi, le concept de résilience, c'est pour tout le monde. Enfin, chacun voit la résilience comme il peut. J'ai toujours un petit peu peur avec des nouveaux termes comme ça, que tout d'un coup, peut-être il y a des gens qui se disent ici, mais moi, c'était quoi ma résilience? C'est comment? C'est abaissant la pression. Moi, j'aime appeler ça des ressources. Je crois que chacun a des ressources. Et c'est vrai que cette communauté de femmes du cancer du sein, qui est très forte, qui est très active, qui s'est beaucoup mobilisée, faut être très vigilant que ça ne mette pas une pression supplémentaire. Quand on a un cancer du sein, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique sur un voilier, on n'est pas obligé de monter l'Everest, on n'est pas obligé d'être une superwoman parce qu'on a eu un cancer du sein, mais qui je suis après tout ça? Et ça, je crois que c'est vraiment les questions à se poser. Il ne faut pas oublier que même si près de 90% des femmes sont en rémission, est-ce qu'on parle de la peur de la récidive? C'est un vrai sujet, c'est des vraies questions. Est-ce qu'elles ont le droit de parler de ça? Quand est-ce qu'on en parle de cette peur-là qui plane, qui est un peu latente? C'est pas on a fait chirurgie, chimio, radio, et on se réadapte. On se réadapte parce que voilà, il y a besoin d'un temps très précieux de soins pour se reconstruire, pour continuer comme avant ou pas comme avant, ou différemment ou moins différemment, avec tous les aspects sociaux. On le voit à la Ligue vaudoise contre le cancer. Je veux dire, la maladie peut amener à des gros changements professionnels, à de la précarisation, à des difficultés réelles. Et ça aussi, c'est accompagner les patients aussi dans ces phases-là. Est-ce qu'on prépare Châtelain à cette résilience, on prépare pendant les chimios? Est-ce qu'on en parle déjà de la suite? On en parle. Alors on ne parle pas en mettant les termes, mais moi ce que j'observe plus facilement, la plupart des personnes qui ont un cancer, que ce soit en traitement de guérison ou qui ont de la maladie, parce qu'après c'est l'acceptation d'avoir une maladie ou d'avoir eu une maladie cancéreuse, et ce qu'on voit, effectivement ils viennent avec leurs histoires d'avant. On arrive face à l'épisode du cancer. Moi, je dis toujours, voilà, c'est un épisode négatif. Du négatif, il va en sortir du positif. Peut-être que maintenant, au début, on n'en voit pas la lumière. On me dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais souvent, c'est ce qu'on voit. On est dans une phase négative. Ils sont, il y a le diagnostic, il faut faire un traitement, il faut se battre. Et puis, le tunnel pour se battre, il est long. 6 mois de chimio, c'est long. Et c'est pas des petites chimios toutes gentilles dans le cancer du sein. Donc, c'est difficile, on passe par différentes émotions, mais ça commence déjà au diagnostic où il y a, on voit, les deux ont fait, elles l'expliquent très très bien, elles ont fait des choix, elles ont mis des priorités, et puis après on se bat, on est dans un combat au début, parce qu'on veut finir le traitement puis arriver à guérir, donc on est dans un combat, et puis on voit tout au long du parcours qu'il y a des étapes d'acceptation, c'est comme des phénomènes d'acceptation. Et puis après, il y a des phénomènes de changement. Même si à l'apparence physique, elles n'ont pas, à l'intérieur, elles ont changé. Et je trouve dans leur façon de vivre, ce qu'elles sont prêtes à faire et pas faire après. Et ça on le ressent chez les patients. Alors, c'est un processus avec les infirmières, avec les médecins, avec tout le personnel soignant qui est autour. Et puis on le sent. En tout cas, moi, je sens les différentes étapes, chacun à leur vitesse. Et puis je pense qu'on a besoin des événements négatifs dans notre vie,
moi je dis c'est sortie de route parce que c'est ce qui nous fait aussi comprendre ce qui est important dans la vie. Et puis aussi de se centrer un peu sur soi, parce que des fois, en fait, on travaille, on est des machines à travailler, des machines allez, on travaille, hop, il faut ranger, il faut faire à manger, il faut faire les enfants, puis en fait, on ne pense plus à rien, et là, je pense d'avoir un cancer, c'est dire, oh, qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce qu'on fera plus comme avant. Et je pense qu'il y a des choses, probablement, qu'après le cancer, elles seront prêtes à faire et pas à faire, et puis qu'elles vont mettre des freins quand même pour vivre. C'est intéressant ce qui se passe par rapport à ça parce que parfois le terme de survivante du cancer est utilisé avec le terme de résilience qui est à la mode et qu'on met aussi à toutes les sauces. Parfois c'est de se dire mais en fait vous vous êtes adapté, vous avez guéri et vous envisagez des choses. Et juste ça, c'est waouh, et c'est déjà l'Everest en fait. Puis le chemin, il est différent et il faut respecter cette notion de singularité. Et ça, on a tendance parfois à l'oublier un peu dans le discours général, j'ai envie de dire, quand on parle de cancer du sein, de survivante du cancer et de résilience aussi. Et c'est vrai qu'après, on a un mot comme survivant, on pense qu'on doit faire des trucs exceptionnels. On a déjà fait un truc exceptionnel, on en a fait plein d'autres. Et ils en avaient déjà fait plein d'autres avant le cancer. Hein. Mais en fait, on pense pas que c'est exceptionnel, mais par rapport à soi-même, elles sont déjà exceptionnelles. Si je peux ajouter juste un commentaire, il y a une chose qui m'a énormément aidée, c'est la bienveillance de tous les médecins. Mais j'ai eu une chance incroyable parce que toutes les personnes qui m'ont parlé l'ont fait avec énormément d'empathie. C'était toujours un propos constructif, positif et encourageant. Et ça, c'est vraiment, c'est le début de tout, quoi. Et merci à Martine de m'avoir dit, il faut bouger. Ça compte aussi, c'est vrai que tout le travail des infirmières pour effectivement nous donner l'impression qu'on est dans une deuxième famille. Pour moi, ça a été vraiment le début de la résilience. Déjà, on n'a pas à surmonter ce moment difficile où on nous annonce, on nous met un coup sur la tête avec un truc pénible et puis il faut tout seul se débrouiller pour remonter la pente. Là, il y avait une main tendue dès le début, pour pas qu'on tombe dans le trou. Franchement, merci à tous les médecins qui prennent le soin de, je pense, se mettre un petit peu à la place du patient et se dire, bon, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'annonce ça, parce qu'il faut quand même faire attention à la manière de dire les choses. Est-ce qu'on vous parle de récidive à un moment? Non, je crois pas. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est comment on se visualise. Est-ce qu'on se voit en pleine santé? Est-ce qu'on se voit peut-être en pleine santé, mais on n'est pas trop sûr? Ou est-ce qu'on se voit encore malade pendant un certain temps ou retomber malade? Je pense que l'image qu'on projette, elle joue un rôle. C'est un peu le guide que notre corps va utiliser aussi. Donc si on arrive à donner cette image que ça va bien se passer, on est en train de guérir, et une fois qu'on sera complètement guéri, parce qu'on est sûr que ça va arriver, ça va être définitif, on va être guéri, je pense qu'on se donne des chances que ça se passe mieux. On vous le dit, c'est un moment, vous êtes guéri, c'est terminé, vous n'avez plus de cancer. Alors, vous n'avez plus de cancer? Oui. Le mot « vous êtes guéri », non. C'est le mot « rémission », mais c'est pas le mot « guérison ». Je sais pas pour vous. Alors, la question s'est posée à un certain moment, donc je voyais ma médecin et donc j'ai dû lui ouvrir le sujet de la guérison. On m'a dit, vous êtes guérie jusqu'à preuve du contraire. Oui, j'étais contente, mais c'est vrai qu'on a ce point d'interrogation sur la suite, évidemment. Après, on est bien informé sur les risques dans les 5 ans qui suivent, mais c'est vrai que je vous rejoins et j'ai envie de dire qu'on se visualise en étant guéri et je pense que, comme vous disiez, on se projette dans une situation idéale et puis on apprend à vivre avec cette nouvelle situation. Est-ce que vous le dites aux patients? Maintenant, vous n'avez plus de cancer, vous êtes guéri? Alors, guéri, effectivement, on ne l'utilise pas, parce que la certitude, heureusement, on n'a pas... Comme je dis, on n'a pas la boule de cristal pour dire, on a plein d'incertitudes, c'est aussi pour ça qu'il y a des traitements... L'opération, c'est le traitement de guérison. Après, il y a tout ce qui est à côté. C'est pour s'assurer que, selon certaines caractéristiques, on met toutes les chances de côté pour que jamais ça puisse revenir. Et puis, on arrive effectivement à des bons chiffres. Mais après, ça dépend toujours de plein de cofacteurs. Et puis ça, c'est pas le sujet de discussion d'aujourd'hui. Après, on dit, guérison, c'est l'opération. On fait tout pour plus que ça revienne. Est-ce qu'on a besoin d'entendre ça pour dire, c'est la fin parce que ça doit épuiser aussi, cette demande d'acceptation, de force, de ténacité et autres. Est-ce qu'on a besoin d'entendre ça? Je pense qu'il y a un moment très emblématique de c'est fini, c'est quand on nous enlève le pack, le truc pour la chimio, où là on se dit bon, ça y est, au moins ça c'est loin pour un moment.
Et on retrouve finalement la pleine possession de notre corps. Il y a pas de corps étranger dedans, quoi. C'est bon, on est débarrassé de tout ça. Pour moi, c'est un peu ça qui met le point final à tout ce parcours de traitement. Plus que des mots, c'est ce que j'ai ressenti comme le moment fort. Merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était très émouvant. Merci beaucoup à tous nos invités. Question. Oui. En fait, j'ai envie de conclure, parce que ça évoque beaucoup de choses, la résilience, mais effectivement pour le malade, mais l'entourage. Moi, j'ai vraiment envie de souligner que l'entourage, il doit faire preuve de résilience aussi, et finalement presque autant que la personne malade. Et puis, je trouve ça aussi très important finalement dans tout ce processus de soins. On peut faire une soirée sur les proches. Ah oui, Ça serait bien d'ailleurs. Donc voilà, j'avais envie Bien quand sûr. même d'en parler parce que juste. je pense qu'ils sont aussi Vous vous accompagnez aussi dans cette résilience, bien sûr. Absolument. On voit des belles choses aussi dans le parcours des proches, dans leur parcours personnel, dans cette période en fait. Aussi un processus de changement. Ce que j'ai expérimenté, par exemple mes enfants, j'ai l'impression qu'ils se sont pris en charge d'une certaine façon. Bon, ils grandissent bien sûr, mais peut-être un peu plus vite que si tout ça n'avait pas été là. Ça sera beau de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités. Merci encore.